pensais que Fatindé devait venir. Je pense qu'il faut dénoncer les pressions, voire les menaces, les intimidations qu'il y a eu, qui font qu'ils sont restés à Paris, en tout cas en France. Je ne le savais pas, je suppose que je serais venu quand même. Donc, ce qui fait qu'il n'y a que moi, au fond, à être venu. Et c'est vrai que je me suis déjà trouvé dans ce genre de circonstances, notamment avec nos amis, nos camarades ivoiriens, en 2010, lors des colloques du cinquantenaire de l'indépendance. Il y avait un groupe, j'étais dans une salle de 300 intellectuels, j'étais le seul français, et j'ai commencé par leur dire que je n'étais pas un émissaire du Quai d'Orsay, que c'était même plutôt le contraire, et ça dépend du Quai d'Orsay. Donc, soyez certains, comme l'a dit Eric, que je suis avec vous, comme je suis venu il y a 2 ans pour faire un reportage un peu au griffiol, si ce n'est au canon pour le monde diplomatique, qui a fait du bruit, s'appelait Une dictature à bout de souffle, donc le titre dit un peu le contenu. Et donc, comme Albert Bourgi, par exemple, professeur de droit bien connu, nous sommes là pour vous appuyer et vous aider dans nos faibles ressources intellectuelles. Et comme quelqu'un l'a dit, on ne peut que se féliciter, voire vous féliciter qu'il y ait un lieu de réflexion dans un grand parti ou dans une grande coalition d'opposition. C'est quand même rare. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Gramsci, qui dit, donc cet auteur italien, qui disait, qu'il faut conquérir le pouvoir intellectuel, idéologique, que c'est un préalable à la conquête du pouvoir politique. Alors, dans ces réflexions, on m'a donc là, aujourd'hui, c'est l'avant-propos, le hors-d'œuvre. Hein, le plan de résistance, c'est demain. On m'a dit note introductive. Donc, une note, c'est bref. Hein. Je ne vais pas m'étendre trop. Vous savez qu'en 1968, quand Sartre se lançait à la Sorbonne dans un discours fleuve de 2 heures ou 3, les étudiants lui ont fait passer un petit papier, Sartre soit bref. Alors, avant que mon président de séance me transmette un papier comme ça, je serais dû d'être bref. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des commissions d'observation des élections qui sont plus ou moins fictives, parfois truquées, parfois achetées. Vous savez qu'un certain nombre de despotismes, dictatures et autres régimes autoritaires commandent eux-mêmes leurs propres juristes à prix d'or, y compris en France. C'est une honte d'ailleurs pour les juristes en question. Et en dehors de cela, non, importance intellectuelle, et les autres commissions d'observation se concentrent sur les événements électoraux que sont, par exemple, quand même la liste électorale, les opérations de vote, la collecte des PV, l'annonce des résultats, etc. Mais, soit ces observateurs, soit mes collègues politologues, et c'est une pierre quand même dans leur jardin, ils n'étudient pas comment le pouvoir d'État peut monopoliser tous les moyens de l'État pour truquer au fond les élections, pour les incliner du côté du chef de l'État, de l'escorte de celui qui est le candidat officiel. Alors, moi je suis historien, je suis politologue, puisqu'on était historien ce matin. Vous savez que c'est arrivé en France. Par exemple, sous Napoléon III, despotisme légèrement éclairé, à la fin du XIXe siècle, vous aviez le candidat officiel. Le candidat officiel du régime, de l'empereur, avait tous les moyens de l'État. Ça n'empêchait pas l'opposition de parfois de mener campagne contre lui au niveau des circonscriptions et parfois de le battre. Donc c'est quelque chose qui a existé chez nous aussi, et c'est quelque chose contre lequel on s'est élevé et qu'on a fini par abolir. Alors, donc, dans cette introduction, je voudrais dire que le premier des moyens de l'État, du despote, du dictateur, du chef de l'État qui monopolise le pouvoir, c'est bien évidemment la violence. La violence armée, vous l'avez subie, mais dans d'autres pays, voyez au Gabon, où le pouvoir d'Ali Bongo, donc du fils du dictateur précédent, a tué entre 50 et 100 personnes au budget de son quartier général de son challenger Jean Ping, hein, il y a, à la fin du mois d'août. Et donc,
c'est au moment de cette répression physique et militaire que se révèle au fond la nature de l'État. Ce sont des régimes qui fonctionnent à la violence, pas seulement par l'armée, pas seulement par ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça se dit ici, les corps habillés. Je suis ivoiriste de longue date, je suis passé presque des années là-bas. Donc, en dehors de l'armée, la police, la gendarmerie, mais aussi les militants, les nervis, plutôt que parler, je ne sais pas comment on dit, mon prédécesseur de mal instruit, de pas instruit, on appelle ça un processus politique, le prolétariat, c'est ceux qui n'ont rien et qui se laissent acheter par le régime, que le régime instrumentalise, qui instrumentalise la violence physique du prolétariat contre l'opposition. Donc, c'est quelque chose qui va au-delà de l'armée et des corps habillés. Mais, au-delà de cette violence physique, au-delà de cette violence armée, il y a aussi l'utilisation des moyens de l'État. Alors, l'utilisation des moyens de l'État, il y en a qu'on connaît et il y en a qu'on ne connaît pas. Par exemple, ce qui est visible, c'est l'utilisation, par exemple, physique des moyens de l'État, que sont les flottes de 4x4, les avions pour se déplacer, et qui sont aussi, évidemment, l'instrumentalisation des préfets, sous-préfets, etc., pour influencer les populations, voire truquer les résultats électoraux. Ensuite, on arrive au fond à cette caisse noire, c'est le cas de dire, cette boîte noire du processus électoral perverti par les partisans de l'État, le chef de l'État, le dictateur en question, qui est la distribution, on l'a dit plusieurs fois ce matin, de ressources financières. On achète les votes. Alors, je vais y venir tout à l'heure, mais j'ai fait allusion à la Côte d'Ivoire. L'ancien président, que je soutiens d'ailleurs, le président Laurent Gbagbo, en 1990, merci, avait une phrase savoureuse et qui a un peu démythifié cette opération. Il disait aux Ivoiriens, si les partisans du PSIRDA, donc le Kouekouani à l'époque, vous donnent de l'argent, prenez-le, parce que c'est votre argent, et votez pour moi. Donc, ça a beaucoup détendu un peu les rapports autour de cet argent, parce que dans le secret de l'isoloir, tout est ensuite possible. Alors, dans ces moyens aussi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, dont j'ai discuté avec plusieurs de vos leaders d'ailleurs, c'est l'instrumentalisation de l'opinion publique. Tous ces dictateurs africains, demain je vais parler des dynasties, donc non seulement le Togo, le Gabon, la République démocratique du Congo, avec les Congo et autres Kabila, et tous les chefs d'État africains, et ils ne s'inventent pas, ils utilisent à prix d'or de grandes agences de communication, en général internationales. Mais il y en a de locales qui sont uniquement bonnes, etc. Par exemple, Image 7 en Néméo à Paris, qui travaille pour le régime Ouattara, et qui travaille en amont l'opinion publique, à la fois occidentale et nationale. C'est-à-dire, ça va de la corruption pure et simple, par exemple à l'époque où Ouattara tenait une table ouverte à Paris, en amadouant, je vous laisse comprendre ce que ça veut dire, les journalistes, en donnant des billets d'avion au Waké, en donc aussi favorisant des articles favorables dans la presse française et dans la presse ivoirienne. Donc on avait un paradoxe que le challenger, le représentant de l'opposition, Alassane Ouattara, menait des campagnes de communication et que le régime, j'en avais parlé à l'époque à Laurent Gbagbo, c'est curieux, qui avait tous les pouvoirs de l'État, l'argent, le pétrole, ne le faisait pas. Pour au moins deux raisons que j'ai détaillées dans l'article. L'un, vous savez que Gbagbo était d'origine marxiste en Occident, il pensait que s'il avait raison, idéologiquement, le reste allait suivre. Comme le disait De Gaulle, l'intendant c'est suivant. Que aussi, ce qui était important, c'était seulement la scène nationale ivoirienne. Et voyez, la parabole que je voudrais faire pour le Togo et pour les forces de l'opposition, c'est que ce qui est important aussi, c'est la scène médiatique internationale. Ce qui se passe au niveau de l'ancienne ou de l'actuelle puissance coloniale en France, à Paris. Et donc c'est là
où on peut aussi mener des campagnes. C'est là aussi où on peut inviter tout simplement des journalistes pour voir les réalités, non pas les bloquer au Radisson, mais les amener dans les quartiers populaires pour voir comment la population vit. Parce que tous ne sont pas convaincus, il y a un certain nombre de réalités qui peuvent quand même faire remarquer. Alors, les moyens de l'État, c'est donc l'instrumentalisation de l'opinion publique, voire par l'intermédiaire de ces boîtes de communication privées payées à prix d'or. C'est évidemment l'organisation d'événements comme la conférence, le sommet maritime en ce moment. Ici, ça se transforme, grâce à vous, grâce à nous tous, en une sorte de contre-sommet, comme il a été dit ce matin, sur la sécurité démocratique. Donc, si on arrive à joindre ces journalistes des médias, des télévisions françaises, etc., c'est quelque chose qui se pratique souvent. Chaque fois qu'il y a un sommet France-Afrique, cette sorte de cérémonie d'allégeance archaïque des chefs d'État africains aux colonisateurs français qui se tient en général à Paris, ou à la Bonne, ou ailleurs d'ailleurs, eh bien, vous avez un contre-sommet. Vous avez l'organisation Survie ou d'autres qui font un contre-sommet critique. Donc ça n'aurait rien d'extraordinaire, en tout cas en Occident, en France, qui est un contre-sommet en même temps qu'un sommet officiel. J'ai fait une petite parenthèse, mais croyez-moi, jusqu'à ce que j'en parte ou que j'ai été éjecté, eh bien, l'approche sécuritaire, que ce soit maritime, terrestre ou autre, c'est un échec. Parce que c'est des réponses militaires, c'est des réponses répressives. Et si dans le delta du Niger, vous avez le même des mouvements qui mettent en danger la sécurité maritime, c'est que le pétrole détourné par la dictature du Nigeria depuis fort longtemps, notamment par la caste militaire, quel que soit le régime, ça appauvrit, c'est une catastrophe écologique, une catastrophe pour les populations locales. Si du côté de la Somalie, il y a du piratage en mer, c'est qu'il n'y a plus d'État depuis 30 ans. Hein, c'est qu'il y a une misère noire, c'est qu'il y a des villages qui n'ont que la piraterie, aussi que ça disparaît, comme exutoire, voire comme ressources, etc., etc. Donc, s'il s'agit de contrôler quelque chose maritiment, j'étais complètement sidéré de voir les navires exotiques, je ne sais pas leur nationalité, japonais ou je sais quoi, au large de Lomé, mais il y a aussi la régulation de tout ce système de prédation qui, à mon avis, n'est pas concerné par ce sommet. Bon, revenons à notre sommet sur la sécurité démocratique. Donc, que faire quand il y a des détournements des moyens de l'État? Alors, il y a des pays très curieux, j'ai passé 2 ans à Madagascar, où vous avez le milliardaire local, je ne sais pas s'il y en a parmi nous aujourd'hui, qui a des moyens suffisants pour faire échec et mat aux moyens du président, aux moyens de l'État. Donc, en l'occurrence, c'était Marc Ravalomanana, qui était un capitaine d'industrie, de lait, etc., et qui avait une flotte d'hélicoptères et les moyens pour faire échec et mat à Ratsirac. C'est un cas curieux, mais il y en a d'autres, soit par les ressources telles région, ethnie ou secteur d'activité. Donc, il y a des moyens de lutter contre les moyens de l'État et du chef de l'État. Et ensuite, il y a un secteur sur lequel personnellement je suis très actif et qui n'est contrôlé par aucun État, chef d'État ou quoi que ce soit, c'est les réseaux sociaux. Des dizaines de milliers de personnes qui me suivent sont anxieux d'avoir les nouvelles du sommet sur la sécurité démocratique de Lomé, des allocutions à Jean-Pierre Favre, des miennes des brillants collègues qui sont intervenus. Et ça, je vous invite, c'est peut-être vrai pour les plus jeunes, mais à être très présent sur les réseaux sociaux, que sont Facebook, Twitter, etc. C'est gratuit et c'est contrôlé par personne. Ce matin, je regardais ce qui s'est passé et je voyais spontanément des militants, des sympathisants, des étudiants de Lomé qui mettaient en ligne des photos de l'insalubrité dans les quartiers populaires de la capitale pour dire aux brillants journalistes qui sont coincés sur Radisson, Lomé c'est aussi ça. Hein. Le régime la dictature de la vie locale, c'est aussi ça. Donc, toutes ces photos, tous ces articles,
Alors c'est vrai, c'est surtout les photos qui marquent. Hein. Croyez-moi, c'est repris. J'ai une amie de l'agence France Presse, à un niveau important, me disait qu'elle en était exaspérée. D'ailleurs, un de ses jobs quotidiens, c'était de surveiller les réseaux sociaux et de recouper l'information, parce qu'il y a beaucoup d'intox, il y a beaucoup de repas, mais aussi il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de documentation, et il y a tout un domaine de la presse officielle, vous voyez les observateurs de France 24 par exemple, qui se développent en réaction, par mimétisme ou par regroupement, avec les réseaux sociaux. Voilà, comme j'ai promis d'être bref, une note introductive, un avant-propos, c'est le cas de le dire, un mort d'œuvre avant le déjeuner. Je vais m'arrêter là, et si vous avez des questions à poser,